Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Luc Gâteau, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. D'abord, je veux vous dire toute la déception qui est la mienne de ne pas pouvoir être auprès de vous en présentiel. Aujourd'hui, j'aurais vraiment souhaité pouvoir être présente, prendre du temps aussi avec vous d'échange. Malheureusement, je ne peux le faire qu'en visio, étant retenue dans l'hémicycle d'ici quelques heures, une heure, je crois, au Sénat pour la proposition de loi sur l'école inclusive qui, évidemment, m'oblige à être présente ici à Paris. Cependant, je me tiens à votre disposition, Monsieur le Président, si vous souhaitez que, à l'issue de mon propos liminaire, on ait un temps d'échange avec la salle. Je veux vous dire, Monsieur le Président, j'ai écouté attentivement votre discours et vos propos, et je veux vous dire à toutes et à tous la place qui revient aux associations de parents et d'enfants, de parents et de familles d'enfants en situation de handicap, que je considère comme tout à fait centrale dans nos politiques. Et je souhaite vraiment vous réaffirmer que pour moi, c'est extrêmement important que nos politiques, nous les construisions ensemble. Et c'est pourquoi j'ai à cœur que nous ayons des rencontres régulières ici à Paris, mais aussi c'est pourquoi je souhaite régulièrement, vous y avez fait référence, Monsieur le Président, me déplacer sur tous les territoires nationaux, et y compris dans nos territoires ultramarins, pour aller à leur rencontre des personnes en situation de handicap, des enfants, des jeunes adultes aussi que vous avez beaucoup évoqués, et bien évidemment des familles et des associations de familles qui construisent avec nous, avec l'État, avec le gouvernement, avec les ARS et évidemment avec les départements qui construisent les réponses, les solutions que notre société doit à l'ensemble de nos concitoyens qui vivent avec un handicap. Donc c'est pour moi très important de vous réaffirmer cette volonté et vous dire, Monsieur le Président, que je suis pas venue vous faire un satisfecit de la politique qui est conduite. Je l'ai déjà dit et vous y avez fait référence également. Je considère que nous sommes au milieu du gué au regard des ambitions qui sont celles de la loi de 2005, qui fait l'objet de nombreux travaux d'évaluation par les assemblées parlementaires, par le CESE, par le collectif du handicap et évidemment par le CNCPH. Et moi, j'ai vraiment à cœur, et c'est le mandat que m'a donné aussi le Premier ministre, de continuer à faire avancer le respect des droits des personnes en situation de handicap et le respect de cette réponse que nous devons apporter pour permettre à chacun de vivre son projet de vie et de vivre de façon pleine et entière sa vie de citoyen au sein de notre société. Alors, je veux vous remercier de cette invitation, vous dire que le thème qui est à l'ordre du jour de cette invitation, celui du vieillissement des personnes en situation de handicap, me préoccupe également beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce que la CNSA puisse mener des travaux d'études sur les solutions qui pourraient être construites et qui pourront venir nourrir la préparation des solutions que nous devons encore construire ensemble, parce que je mesure pleinement l'inquiétude que peuvent avoir les parents qui voient et c'est heureux grandir et vieillir leurs proches, mais qui s'inquiètent des suites de son parcours et de sa vie de citoyen âgé. Et c'est une préoccupation qui rejoint finalement une autre préoccupation de mon portefeuille, qui est celui de l'autonomie et du mur démographique qui est devant nous et qui va appeler à ce que nous ayons de nouvelles solutions particulières à répondre. On a des défis devant nous, je crois que vous l'avez très bien dit, nous avons des défis majeurs de construire une société qui soit véritablement inclusive et respectueuse des droits des personnes en situation de handicap, dans un contexte géopolitique extrêmement
délicat, extrêmement sensible, et dans un contexte financier, économique et social extrêmement compliqué. Et je ne parle même pas du contexte politique qui est le nôtre et dans lequel nous tentons malgré tout d'avancer. Ce que je veux redire, c'est que dans ce contexte et dans un cadre contraint de finances publiques, le choix qui a été fait par le gouvernement avec le Parlement a été celui de ne pas réduire les dépenses dédiées à la politique du handicap et plutôt au contraire de continuer à les faire progresser, en particulier sur la création des places, les solutions dont j'ai pleinement consciente qu'elles sont encore manquantes. Mais dans ce budget de 2025, et croyez bien que je suis très mobilisée pour que ça soit aussi l'objet du prochain budget, nous avons non pas maintenu, mais bien augmenté et accéléré les moyens mobilisés pour la création de ces nouvelles solutions dont j'ai pleinement conscience que le besoin est vraiment criant sur nos territoires, que bon nombre d'enfants sont encore en attente de places, en attente de solutions, que bon nombre de jeunes adultes sont aussi en attente de nouvelles réponses pour pouvoir continuer leur parcours et que nous avons encore devant nous des défis majeurs, mais nous avons mobilisé ces budgets. Alors c'est vrai que les délais d'adoption du PLFSS ont été pour nous un frein et une difficulté puisqu'il a fallu attendre que celui-ci soit bien réaffirmé, mais j'ai demandé aux ARS, et je salue le directeur général de l'ARS, François Mangin-Lecreux, qui est présent avec vous pour la Normandie, de se mobiliser pleinement pour pouvoir construire et faire sortir ces solutions au plus vite, et c'est ce qui est à l'œuvre. Nous avons cet objectif de poursuivre. Alors, je ne sais pas si je suis encore en ligne là, parce que je ne vois plus rien. Oui, vous êtes encore en ligne avec nous. Est-ce que vous m'entendez toujours parce que on vous entend. Voilà, c'est un peu les aléas du direct. Ce que je vous disais, c'est que nous avons donc réaffirmé cet enjeu de création de ces solutions. Elles sont en train de se déployer et moi, je maintiens pleinement l'objectif de ces 15 000 solutions nouvelles pour répondre aux besoins notamment des jeunes adultes qu'on a évoqués tout à l'heure, aux besoins des enfants, aux besoins des jeunes avec double vulnérabilité. Et puis on y reviendra, mais aux besoins aussi de solutions de répit pour les proches aidants. Et donc tout ce travail est en train de prendre forme, de prendre corps, et progressivement des réponses nouvelles se déploient. Et je veux vraiment saluer l'ensemble des associations de l'UNAPI qui se mobilisent pour répondre à ces appels à manifestation d'intérêt, pour construire avec les ARS, avec les départements, ces solutions dont nous avons un besoin criant. Et je veux vous dire aussi qu'avec la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, nous sommes pleinement engagés pour continuer aussi de créer les réponses d'accompagnement de l'école inclusive. C'est ce que nous allons d'ailleurs continuer à faire dès ce matin, et c'est pourquoi je suis présente avec vous uniquement en visio, avec le développement des pôles d'appui à la scolarité, qui sont de nouveaux moyens d'accompagnement des enfants, de nos enfants dans l'école, auprès des enseignants, auprès des AESH. Nous apportons aussi des réponses pour permettre que nos enfants puissent bénéficier de l'appui, des compétences des professionnels du médico-social dont ils ont besoin pour pouvoir grandir et s'épanouir pleinement. Et que ma vision, c'est que cette école inclusive, elle se construit bien évidemment avec les professionnels du médico-social, avec les associations et avec les associations de parents, pour que nous puissions casser finalement les barrières entre ces différents mondes et permettre que, avant tout, notre boussole, ce soit bien
les besoins de l'enfant et la manière dont on construit ensemble une réponse, une solution, je dirais, sur mesure. Alors, les termes que vous connaissez de dispositifs intégrés vers lesquels nous avançons collectivement, et je sais que l'UNAPI est aussi engagée dans le développement maintenant de ces solutions, sont connus de vous, et c'est là aussi notre boussole pour continuer à construire des réponses pour nos enfants. Alors, je vous le disais, j'évoquais beaucoup la question ici des enfants, des jeunes adultes, mais comme je vous le disais, et comme vous l'avez souligné, et c'est l'objet de votre congrès aujourd'hui, nous avons une préoccupation pour les personnes handicapées vieillissantes, dont nous savons que très majoritairement, elles vivent à leur domicile, au domicile de leurs parents notamment, parfois et même souvent sans accompagnement adapté. Et donc, il nous faut maintenant outiller et améliorer, construire les réponses, comme l'a recommandé la Cour des comptes, pour ces personnes. Et donc, c'est pourquoi l'étude qui est pilotée par la CNSA et qui est finalisée ce mois-ci permettra d'avoir une base aussi de travail en recensant les besoins, les manques et aussi les solutions concrètes sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer. Et j'aurai aussi une attention particulière sur la question de la retraite des travailleurs en ESAT, et qui fera l'objet aussi de groupes de travail spécifiques à la rentrée, puisque l'objectif est bien de pouvoir aussi permettre de créer des solutions sans qu'il y ait des ruptures trop fortes ou trop dures avec ce qu'ont vécu les personnes pendant plusieurs années, parfois des décennies dans leur activité. Ce que je souhaitais aussi vous partager comme message, c'est que j'ai à cœur à ce qu'on puisse prendre en compte la souffrance et la lourdeur qui est vécue par les familles, par les proches, autour des procédures dites des dossiers MDPH. Et c'est pourquoi j'ai engagé un tour de France des solutions des MDPH. Je mesure bien que attendre plusieurs mois une réponse est devenu tout à fait insupportable, que devoir renouveler un dossier, réitérer l'existence d'un handicap, et c'est pourtant une évolution législative qui a déjà été apportée et qui continue d'exister, représente une véritable douleur également. Donc j'ai décidé de prendre cette question aussi à bras-le-corps en entamant un tour de France des solutions, puisque dans bon nombre de départements, les MDPH ont construit des solutions, des réponses. Je pense que c'est très important de les partager et de les essaimer, mais aussi de regarder de façon très lucide ce qui, dans le cadre national et dans les procédures qui sont imposées aux MDPH, nous pouvons retravailler pour leur permettre d'être plus efficaces et plus rapides, mais aussi de consacrer davantage de temps et de présence humaine à l'étude, à l'accompagnement des besoins des personnes. Et je suis très attachée à ce qu'on puisse développer un véritable rendez-vous physique pour les primo-demandeurs en particulier, de façon à ce qu'un dialogue puisse s'ouvrir pour bien cerner les besoins des personnes, et ce qu'ensuite on soit vraiment dans une logique où c'est l'évolution des besoins ressentis par la personne et ses proches qui amène à une réévaluation de la situation, et non l'obligation de réitérer l'existence d'un handicap pourtant déjà bien connu. Ce travail, il va prendre... D'abord, je veux dire qu'il vous a associé, puisque dans les nombreuses MDPH et nombreux territoires dans lesquels je me suis rendue, et où ces travaux de concertation ont eu lieu, les associations membres du réseau UNAPI ont été conviées et ont participé aussi activement à faire des propositions. Et tout ce travail de proposition qui s'appuie aussi sur les propositions des usagers et des familles d'usagers eux-mêmes et des agents des MDPH va
faire l'objet de remontées, de travaux d'approfondissement, et tout cela sera présenté avant la mi-juillet, de façon à ce qu'on puisse vous présenter les propositions et les actions que je souhaite porter pour remédier à ces lourdeurs très fortes que vivent les familles et dont j'ai parfaitement conscience. Je veux vous dire aussi, à toutes et à tous, adresser un message aux professionnels qui œuvrent chaque jour et qui accompagnent nos proches et les personnes en situation de handicap. Je veux évidemment leur rendre hommage, et Monsieur le Président, je ne nie absolument pas les difficultés qui sont rencontrées notamment auprès de certains publics pour l'attractivité des métiers. Et je crois que nous avons à continuer à travailler ensemble pour l'amélioration aussi des conditions de travail, pour la formation et la fidélisation. Moi, je crois qu'il nous faut aussi lutter contre l'excès de recours à l'intérim, parce que c'est avant tout des formes un peu de secours et qui traduisent des difficultés de fond qu'il faut traiter, mais c'est aussi des déséquilibres, des difficultés vécues ensuite par les personnes qui sont accompagnées, par du turnover fort dans les personnes qui les accompagnent. Et puis ce sont des coûts très difficiles à supporter pour nos structures au détriment de la qualité d'accompagnement. Donc je crois qu'il nous faut continuer à aborder cette question à bras-le-corps. Et moi j'ai à cœur aussi à ce que nous développions les accompagnements en qualité de vie au travail, en prévention et en santé au travail, et aussi les parcours professionnels qui, à mon avis, sont également la clé de la reconnaissance et de la valorisation de ces professionnels. Je sais qu'il y a encore du chemin aussi, mais vous avez pu voir l'engagement qui a été celui du gouvernement, des précédents gouvernements aussi, sous l'impulsion du président de la République, avec ces revalorisations Ségur qui sont extrêmement importantes, qui continuent de nous préoccuper, qui continuent de nourrir du dialogue, et vous l'avez cité, Monsieur le Président, qui ont nourri aussi un dialogue avec les départements, parce que nous avons à cœur de pouvoir faire appliquer ces évolutions salariales pour continuer à reconnaître ces professionnels. Et dans le contexte contraint qui est le nôtre, là encore, le gouvernement s'est engagé à accompagner ces évolutions salariales lors de ce comité des financeurs. Je veux vous dire aussi que j'ai bien conscience des difficultés que vivent les familles, que vivent les proches aidants qui accompagnent leurs enfants ou leurs proches en situation de handicap. Et je veux rappeler que là aussi, nous avons à cœur, j'ai à cœur de continuer à construire des solutions, d'abord de répit pour les proches aidants. C'est l'objet là aussi des 50 000 solutions, dont une partie est consacrée à la création des solutions de répit. Je suis très mobilisée pour qu'on puisse faire sortir le décret relatif au relayage. Alors, je partage comme vous, hein, Monsieur le Président, une forme d'exaspération, je vais vous le dire, de délai de sortie des décrets. Tout n'est pas dans nos mains, puisqu'il y a toute une série de consultations qui sont obligatoires et qui prennent énormément de temps. Mais croyez bien que j'ai à cœur de suivre ça de très très près et de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse avancer au plus vite dans la sortie de tous ces décrets. Sur les proches aidants, je veux vous dire aussi qu'avec la ministre Panos-Bouvet, Astrid, la ministre du Travail, nous travaillons également à une meilleure reconnaissance des salariés aidants, des travailleurs aidants, pour faciliter l'accès au marché du travail, mais aussi l'équilibre entre cette vie professionnelle et la vie d'aidant, dont on sait que c'est particulièrement compliqué pour les personnes qui sont concernées. Évoquer aussi avec vous la situation des ESAT. Je veux vraiment saluer là aussi les professionnels qui œuvrent en ESAT
c'est vrai qu'une transformation se fait dans les ESAT. Elle est de plus en plus présente et je pense qu'elle prend corps aussi avec les différentes conventions qui ont été signées, notamment avec France Travail, les rapprochements qui montrent cet engagement aussi des ESAT à travailler de plus en plus en proximité avec le milieu ordinaire, sont pour moi un signal aussi important de faire baisser finalement ces cloisons entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Et je veux redire combien pour moi c'est important que nous continuions à casser ces cloisons parce que c'est aussi une attente, une volonté, et je l'entends beaucoup dans la bouche des jeunes adultes en situation de handicap, de pouvoir être reconnus dans leurs compétences et de pouvoir s'orienter vers le milieu ordinaire, mais aussi de pouvoir revenir vers les ESAT lorsqu'on le souhaite. Et je crois que c'est très important qu'on puisse continuer à avoir ces travaux très rapprochés pour permettre de vivre des expériences, des parcours professionnels et le cas échéant des allers-retours aussi entre milieu ordinaire et milieu protégé. Parce que là encore, notre boussole, ça doit être celle de suivre et accompagner le projet de vie et le projet professionnel de chacun. Et vous avez aussi évoqué, Monsieur le Président, la sortie des décrets concernant les ESAT. Là encore, je peux vous réaffirmer ma mobilisation pleine et entière pour continuer à faire sortir ces décrets au plus vite. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en quelques mots, les messages que je tenais à vous adresser. Je veux surtout vous redire ma mobilisation totale pour apporter les réponses à nos personnes en situation de handicap, pour faire respecter les droits des personnes en situation de handicap. Et moi, je n'oppose pas la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap dont la France est signataire et où j'ai pu à l'ONU réaffirmer l'engagement de la France à la mettre en œuvre, mais je crois qu'elle se fait avec les professionnels, avec les associations et bien évidemment avant tout avec les personnes en situation de handicap. Et je crois que l'objet n'est pas d'opposer, mais bien de se rapprocher et de travailler ensemble, puisque nous partageons, et vous l'avez dit, l'enjeu de l'autodétermination, l'enjeu de permettre à chacun de nos concitoyens en situation de handicap de vivre une vie pleine et entière de citoyen à laquelle je suis extrêmement attachée. Je veux vous dire que dans le contexte très compliqué qui est le nôtre, vous pouvez compter sur ma détermination, ma mobilisation pleine et entière et mon écoute aussi. Et je suis vraiment à votre disposition pour continuer le dialogue. Et je souhaite, pour conclure, vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de ce temps de message que je tenais à vous adresser. Merci beaucoup.